Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Gaët Minassian. Il est journaliste au Monde et enseignant en relations internationales à l'université de Sciences Po. Ensemble, nous allons parler de la COP 29 qui s'est ouverte à Bakou en Azerbaïdjan et du fait que cette ouverture a fait énormément et le choix de la COP 29 a fait énormément de remous au niveau de la scène internationale. Pour rappel, la conférence, c'est une conférence internationale des Nations Unies qui mesure les progrès qui ont été faits dans le domaine du changement climatique et de ce qu'il reste encore à faire. Le problème qui est mis en avant, c'est le fait que l'Azerbaïdjan est un État avant tout pétrolifère et donc dont l'économie dépend énormément de son exportation de gaz et de pétrole. Mais d'un autre côté, on parle aussi des droits de l'homme et du fait que des diverses arrestations qui ont eu lieu dans le pays, tant au niveau de la société civile azerbaïdjanaise, mais également du traitement plutôt exécrable des prisonniers de guerre arméniens. Le choix d'avoir élu Bakou et l'Azerbaïdjan, est-ce que c'est un choix qu'on pourrait déclarer un peu cynique de la part des Nations Unies? Quelle lecture vous en faites de ce choix? Alors, si on essaye de sortir du cadre caucasien, c'est pas la première fois qu'un pays riche en hydrocarbures se trouve être l'organisateur d'une manifestation aussi importante que la COP quelque chose, peu importe le chiffre. L'année dernière, souvenez-vous, c'était aussi dans une pétro-monarchie. Et donc, À Dubaï. exactement. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que cette année, ce soit à nouveau un pays qui est connu pour son économie d'énergie fossile, etc. Mais maintenant, le vrai sujet, c'est pourquoi choisir ces pays. C'est aussi du lobbying de la part de ces pays pour améliorer leur image, mais en fait, ça se retourne contre eux parce que personne ne peut croire que ces pays-là vont d'un coup se mettre à penser défense de l'environnement, biodiversité, etc., etc., et réduction de taux de carbone. Et en même temps, il faut bien comprendre que euh, ces pays ont l'obligation, quelque part, d'entrer en transition écologique et de prendre le taureau par les cornes. Mais ils sont tellement habitués à vivre sur la rente gazière et pétrolière que ces conférences tournent en rond et tournent au ridicule parce que on ne voit pas pourquoi il y aurait d'un coup des résultats tangibles et d'un coup des progrès nets en faveur de la lutte contre le réchauffement et pour l'environnement. Donc c'est c'est une vitrine, c'est un moyen de pression sur l'Azerbaïdjan qui s'est démené pour organiser cette manifestation du multilatéralisme. C'est un moyen de pression aussi de la part des Occidentaux sur l'Azerbaïdjan par rapport au processus de paix avec l'Arménie. Mais c'est une vitrine pour l'Azerbaïdjan qui doit aussi enregistrer les revers qu'elle subit parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses personnalités de Mm. premier plan qui se rendent à Bakou. Il y a même un début de boycott quelque part. Euh, En fait, c'est à la fois très gênant, et on peut comprendre pourquoi. En même temps, il faut bien prendre le taureau par les cornes, et c'est plus stimulant d'aller dans des pays comme l'Azerbaïdjan pour leur dire arrêtez votre production d'énergie fossile parce que regardez les résultats, que d'aller dans un pays qui est déjà une sorte de modèle dans la lutte contre le réchauffement. Je pense notamment aux pays d'Europe du Nord, si on peut prendre cet exemple. Donc, maintenant, à l'échelle du régime politique, bon, on sait très bien, l'Azerbaïdjan, c'est une dictature. Simplement, je pense que les organisations arméniennes n'ont pas fait assez sur ce point depuis une trentaine d'années.
Au lieu de parler de la dictature de l'Azerbaïdjan, elles ont parlé de l'autodétermination du Karabakh. Alors déjà, les gens ils savaient pas ce que c'était que l'autodétermination, mais en plus encore moins le Karabakh. Donc de bonnes raisons de tourner le dos et d'être indifférent, puisque si on commence à ne pas comprendre les sujets, c'est difficile de s'y impliquer. Alors que si on avait dit depuis 30 ans l'Azerbaïdjan est une dictature, je pense que ça aurait été peut-être plus facile, avec des mots comme l'apartheid, ça aurait été beaucoup plus facile de faire comprendre aux opinions publiques que, il est impossible de vivre sous administration d'un tel régime juste pour une question de dignité, de respect de la dignité humaine et de la personne. Donc, je pense que là, il y a un raté de la part des organisations arméniennes, mais c'est pas nouveau et c'est pas le premier. Et ce qui fait qu'il y a un moment d'acuité, de pression plus forte, c'est le sort des 23 prisonniers, 23, ce que l'on dit, ce que l'on dit, parce que je pense qu'ils sont plus. Et là, il faudrait peut-être saisir davantage la Croix-Rouge ou d'autres ONG ou d'autres organisations multilatérales pour aller mettre leur nez dans les différentes prisons pour voir s'il n'y a pas d'autres prisonniers arméniens réduits à l'esclavage. Donc, il y a un gros travail, il y a un gros travail de prévention à faire. Voilà. Justement, donc vous évoquez le fait que l'Arménie est encore passée à côté d'une opportunité. Moi, j'avais l'impression qu'au contraire, on avait l'impression que justement le fait que la COP 29 se produise, se tienne à Bakou, ça avait offert une tribune en quelque sorte aussi à l'Arménie pour pouvoir mettre en lumière le conflit entre les deux pays et le fait qu'il y a des prisonniers de guerre arméniens en Azerbaïdjan et qui sont sous traitement exécrable. On a entendu, mais l'une des activistes aussi les plus connues en écologie qui est Greta Thunberg, même si pour certaines personnes c'est pas vraiment une personne de référence, mais elle est quand même assez connue. Elle a un grand auditoire. Elle en a parlé. Est-ce que c'était pas une bonne opportunité justement pour Alors, vous avez raison de préciser tout ça, mais moi j'ai dit dès le départ des organisations arméniennes, surtout à l'étranger. C'était elles, la caisse de résonance, ce sont elles. Et je pense que elles n'ont pas fait assez depuis 30 ans. Je parlais pas uniquement de la COP 29, mais je dis depuis la chute de l'Union soviétique, elles n'ont pas fait assez ou pas grand-chose ou rien pour mettre l'accent sur la dictature de l'Azerbaïdjan. J'insiste sur ce point. Maintenant, ce qui se fait depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et l'Arménie a retiré sa candidature de la COP 29, comme vous le savez, pour permettre à l'Azerbaïdjan de pouvoir l'organiser. Et effectivement, vous avez raison, c'est un zoom d'un coup qui est porté sur Bakou, et la diplomatie arménienne a essayé d'obtenir certains progrès dans les discussions, comme une sorte de levier de pression sur Bakou pour aller vers un peu plus de paix. Et donc la question aujourd'hui, puisque on parle d'Arménie-Azerbaïdjan, est-ce qu'une délégation arménienne va se rendre à Bakou, même pendant la conférence? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien vu d'y aller? Ça dépend des conditions. S'il y a un geste qui est accompli par Bakou pour libérer des prisonniers ou libérer des territoires, pourquoi pas, mais on n'en est pas là. Ce régime en Azerbaïdjan se braque, se cabre et devient de plus en plus raide. Et quelque part, Bakou est content d'avoir organisé peut-être cette conférence multilatérale et en même temps en paye les pots puisque son image est ternie. Il n'y a jamais eu autant d'articles pour dénoncer la dictature de l'Azerbaïdjan, pour dénoncer le sort des prisonniers politiques azerbaïdjanais, mais aussi le sort des prisonniers politiques arméniens. Et donc, on paye la rançon d'un caprice du côté de l'Azerbaïdjan. C'est bien beau d'organiser, mais attention, il y a des effets boomerang. Forcément, le zoom que les médias vont poser sur Bakou, d'abord sur la lutte contre le réchauffement climatique, on ne peut pas dire que ce soit un exemple, puisque Idar Aliyev en personne dit que c'est un don de Dieu d'avoir du pétrole et du gaz, alors qu'on parle de changer de changer de modèle énergétique, donc c'est très malvenu. Deuxièmement,
C'est très difficile pour lui de redorer son blason alors que les médias vont forcément parler des droits de l'homme, des opposants, de droits de l'opposition et forcément des Arméniens. Plus, n'oublions pas le nettoyage ethnique. C'est quand même aussi un autre point noir pour Bakou. Et puis, plus globalement, à partir du moment où la France est en relation difficile actuellement avec l'Azerbaïdjan, le monde entier va plutôt pencher du côté de la thèse de la France plutôt que de celle d'une dictature. Donc, c'est trois bonnes raisons pour l'Azerbaïdjan de se dire que ben, on n'a peut-être pas assez réfléchi sur le fait d'organiser cette conférence chez nous à Bakou. Moi, je vois ça comme ça. Justement, vous parlez de la France, donc Emmanuel Macron lui-même ne s'est pas rendu en Azerbaïdjan, mais pas que lui, il y a énormément de chefs d'État des Nations Unies qui ne se sont pas rendus sur place, même Vladimir Poutine lui-même n'est pas parti alors qu'il se dit alors qu'on sait très bien que Poutine est un allié de l'Azerbaïdjan et d'Ilham Aliyev. Qu'est-ce que ça dit en fait de la situation actuelle? Est-ce que c'est un message envoyé aussi à l'Azerbaïdjan quelque part de dire on n'est pas d'accord, de ne pas se rendre sur place? On envoie un officiel, un représentant, mais nous en tant que chef d'État, on ne se rend pas sur place. Il y a quelque chose de diplomatiquement un peu gênant. Ah ben oui, mais oui, forcément. À partir du moment où Bakou organise cette grande réunion multilatérale, Bakou espère voir arriver et accueillir les chefs d'État, chefs de gouvernement de tous les États. Mhm. Or, or, Oui, il y en a très peu. Ouais. c'est pas le cas. Donc, c'est un revers diplomatique sur fond de revers, je dirais, politique, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une édition réussie de la COP. Et puis, c'est un revers en termes d'image, puisque on va mettre l'accent sur la dépendance énergétique de l'Azerbaïdjan, sur les violations des droits de l'homme, sur le nettoyage ethnique, etc., etc. Mais l'Azerbaïdjan se dit, le monde est en transition, le monde n'est plus aux mains des Occidentaux, le monde est en train de changer, selon le narratif de Bakou. Et donc, on peut se permettre d'accepter, d'enregistrer, de prendre acte de l'absence de ces chefs d'État et de gouvernement. Et même, rendez-vous compte, à la COP29, Ilham Aliyev a dénoncé la France, condamné la France et critiqué la France. Je ne sais pas comment vont réagir les membres de la délégation française présents à Bakou, mais franchement, c'est un mélange des genres qui montre la brutalité et le côté grotesque du régime en Azerbaïdjan. Partons, ouais. Partons maintenant de Bakou, alors rendez-vous et on va se rendre aux États-Unis cette fois. Donc les États-Unis ont un nouveau président, enfin nouveau, Donald Trump, voilà, qui est de retour à la présidence des États-Unis pour la seconde fois donc. Et quelles conséquences ça aura pour le Caucase de manière générale et pour l'Arménie en particulier, cette élection? Alors, d'abord, il y a une nette victoire de Donald Trump aux États-Unis. Tous les swing states ont été gagnés par le candidat républicain. Et il y a un vrai vote d'adhésion aux idées de Donald Trump, quel que soit le côté abrasif du discours de l'ancien président ou du nouveau président. Deuxièmement, donc il y a un vote populaire. Deuxièmement, les relations entre les États-Unis, l'Arménie en 2016 n'ont rien à voir avec les relations aujourd'hui entre les États-Unis et l'Arménie en 2024. Mhm. On est passé de zéro à un changement majeur dans les relations bilatérales. J'ai fait exprès de prendre 2016 parce que c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et je prends 2024 parce que c'est sa victoire, là, le 5 novembre. En 2016, les relations entre l'Arménie et la, les États-Unis sont totalement asymétriques, faibles, euh, tournées vers l'humanitaire et le mémoriel, et encore.
faible parce que l'Arménie est membre de l'OTSC et était l'allié de la Russie. Je vous rappelle qu'en 2016, c'était Serge Sarkissian, le chef d'État. Donc il n'y a pas plus russophile que Serge Sarkissian. Ensuite, légère parce que tout le dispositif de l'État sécuritaire américain était absent en Arménie. Et mémoriel et humanitaire parce que les relations tournaient surtout au niveau de l'aide à apporter à la société arménienne post-guerre, etc. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, vous avez tout le dispositif de sécurité des États-Unis qui est présent en Arménie. Aujourd'hui, vous avez des investissements américains qui sont de plus en plus importants en Arménie. Et vous avez des relations entre des individus américains et arméniens qui sont plus étroites. Et quand je dis des individus américains, c'est des individus proches du pouvoir aux États-Unis, quels qu'ils soient, mais même du côté de Donald Trump. Donc, si vous voulez, les relations entre les États-Unis et l'Arménie changent de la même manière que celle qui s'établit depuis quelque temps entre la France et l'Arménie, c'est-à-dire on passe d'un modèle mémoriel humanitaire à un modèle stratégique et économique. Et ça, c'est le grand changement. Maintenant, que va faire le nouveau président Donald Trump dans cette configuration? Il dit qu'il est l'homme de la paix, qu'il arrête les guerres, qu'il ne les commence pas. Est-ce qu'il va s'appuyer sur le processus de paix qui existe actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Peut-être, on va voir. Et l'autre question, c'est, à l'inverse, est-ce qu'il va plutôt déléguer les théâtres secondaires à d'autres acteurs et s'intéresser essentiellement à l'Ukraine et à Israël, Iran et Taïwan. Donc, il faut voir petit à petit aussi qui vont être les membres de son administration. On parle de Rubio au département d'État, qui est assez arménophile, mais ce n'est pas encore garanti. Il faut savoir qui va prendre le Pentagone, qui va être le conseiller national de la sécurité. Il faut voir qui vont être voilà, les têtes stratégiques des États-Unis pour pouvoir se donner une idée de. Mais ce qui est très important, c'est de savoir par rapport au Caucase qui va l'emporter du côté américain. Est-ce que c'est tout l'appareil de sécurité américain, c'est-à-dire défense, services secrets et sécurité, police, ou est-ce que c'est la grille spéciale de Donald Trump qui l'emporterait sur le volet sécuritaire. C'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais voilà, à mon avis, les deux tendances. Parlons encore de Trump et de son élection, mais sous l'aspect européen. Donc Emmanuel Macron a déclaré, suite à l'élection de Donald Trump, il a dit « Nous œuvrerons pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte, en coopérant avec les États-Unis d'Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une peur de l'Europe d'avoir une espèce d'omniprésence ou d'invasion américaine au niveau de sa souveraineté? Ou qu'est-ce que cette déclaration peut bien signifier? Ça veut simplement dire que l'Europe doit se prendre en main au niveau de sa sécurité, au niveau de sa stratégie. Elle dépend des États-Unis? Avec l'outil qui s'appelle l'OTAN, forcément, il y a une sorte de tradition transatlantique de sécurité sur le continent européen. Et là, Donald Trump a été clair, mais même quelque part Joe Biden. Il y a une continuité d'ailleurs dans cette approche, c'est que c'est à l'Europe de se protéger. C'est à l'Europe de se préparer à toute nouvelle configuration stratégique, géopolitique. Et on ne peut pas tout le temps demander aux États-Unis
d'assurer une forme de parapluie et en même temps se dire souverain et se dire stratégiquement autonome, ce qui n'est pas le cas. Et il va y avoir un débat fort entre Européens sur ceux qui veulent aller vers une autonomie stratégique de l'Union européenne et ceux qui veulent continuer, parce qu'il y a une peur, de se placer sous le parapluie américain. Mais les Américains diront à la Pologne, par exemple, ce n'est plus entre nos mains directement, voyez ça entre vous, Européens. Donc le débat va se poser là-dessus, entre Européens. Et je pense que le président Macron prend depuis quelque temps des initiatives qui vont dans ce sens, dans le sens de l'autonomie stratégique, pour que l'Europe devienne un pôle de plus en plus euh, sécuritaire et moins tourné vers l'économie de marché. C'est-à-dire qu'on continue avec l'économie de marché. L'Union européenne est la première puissance commerciale au monde, mais il serait peut-être temps de changer de braquet et de changer de modèle, d'être plus intégré sur le plan économique, faire de l'économie un levier de puissance, faire de ces 500 millions d'habitants de l'Union européenne un levier de puissance stratégique et militaire, non pas pour attaquer, pas du tout, mais pour être un pôle autonome de sécurité à la fois sur le pourtour européen, mais aussi à l'échelle mondiale pour compter dans cette compétition qui est en train de se mettre en place depuis quelques années, États-Unis, Chine, etc., sans être dans un monde multipolaire, parce que l'expression n'a pas de sens pour moi, mais un monde polycentré, c'est différent. Voilà. Retournons maintenant dans notre région avec le Kazakhstan. Récemment, donc la France et le Kazakhstan se sont rencontrés à Paris même et ils ont tous les deux eu une déclaration conjointe où ils expriment leur soutien à la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On a remarqué qu'aussi le Kazakhstan récemment, il y a quelques mois, voulait se distancier un petit peu de la Russie tout en restant un peu diplomatique. Et on voit maintenant le Kazakhstan qui a vraiment envie que l'Arménie et l'Azerbaïdjan trouvent une solution, en soulignant le fait que c'est très important pour la région et notamment dans l'intérêt du Kazakhstan. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que le Kazakhstan est en train de prendre un rôle un peu plus important dans le conflit qui existe entre nos deux pays, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? C'est une excellente question. Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'Occident, l'un des objectifs, c'est d'empêcher la Russie de faire empire. Mhm. C'est-à-dire d'avoir sur son pourtour des régimes dociles, des vassaux, pas des États souverains. Or, pour l'Occident, c'est justement l'inverse. C'est d'avoir des États souverains. Et non pas une ceinture qui permettrait à la Russie de faire empire. Et ça va de la Moldavie, l'Ukraine, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, et on y reviendra, et Asie centrale. Et ce rapprochement entre la France et le Kazakhstan, ou l'Union européenne et le Kazakhstan, ou les États-Unis et le Kazakhstan, ou l'Occident et le Kazakhstan, en fait, s'inscrit dans la volonté de mettre en place ce qu'on appelle le corridor médian, c'est-à-dire une route ou des routes qui partiraient du Kazakhstan, qui est très riche en hydrocarbures, et qui traverserait l'Asie centrale jusqu'à Bakou. Ensuite, ça passerait par la Géorgie et ça gagnerait les marchés européens, ou alors, et c'est là que ça devient intéressant, par l'Arménie, et notamment la route de Melri, pour faire simple, sous contrôle arménien, qui permettrait au processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan de s'asseoir confortablement sur une rente pétrolière, gazière, peu importe, euh, de laquelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan tireraient des royalties et auraient un intérêt commun à favoriser la paix. Et ça, c'est la volonté européenne, française, américaine et du Kazakhstan d'assurer ce corridor médian contre la volonté de la Russie. La Turquie n'est pas mécontente, puisqu'elle tirerait aussi des royalties. L'Iran n'est pas mécontente, parce qu'à un moment donné, elle pourrait se rattacher aussi à ce corridor, mais aussi elle n'est pas mécontente, parce que ça assurerait la frontière entre l'Arménie la, et l'Iran. Donc, en dehors de la Russie, il n'y a pas de pays mécontent
de ce projet de corridor médian. Une petite question par rapport à la Turquie. La Turquie et l'Azerbaïdjan continuent à demander, dans le processus de normalisation de la paix, le corridor de Zangezur. Alors, vous me parlez du corridor médian qui arrangerait plutôt la Turquie, mais d'un autre côté, il y a toujours cette demande de ce corridor que l'Arménie refuse coûte que coûte, parce que ça signifierait que l'Arménie n'a pas ce corridor ne lui appartient pas, quoi. C'est pas un contrôle arménien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ces deux corridors sont en opposition. Moi, j'ai pas parlé de corridor de Melri. J'ai parlé de la route de Melri ou du couloir de Melri. Okay. Et j'ai bien dit sous contrôle de la République d'Arménie. Oui. Et ça fait partie du projet de Carrefour de la paix de Nicole Pachinian, d'inscrire ce projet de désenclavement du Caucase et d'intégration régionale de l'Arménie dans tous les projets collectifs. Ce qui veut dire que l'Iran est d'accord, l'Union européenne est d'accord, les États-Unis sont d'accord, et même la Turquie n'est pas mécontente. Et même l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan, pour essayer de montrer des signes de bonne volonté, mais on ne sait pas trop avec Aliyev, a dit qu'on retirait la question ce que eux appellent le corridor, pas moi, mais eux, des négociations. Donc ça voudrait dire en gros que pour l'Azerbaïdjan, cette histoire de Zangezur, ça reste sur la table, mais sous quel statut, on ne sait pas trop. Comme il y a eu un début de rapprochement, et on pourra y revenir d'ailleurs, entre l'Arménie et la Russie, notamment lors de la réunion des BRICS et des 3+3 en Turquie, Moscou a bien fait comprendre à l'Azerbaïdjan que le mot corridor n'existe pas dans l'accord. Même si l'Arménie ne veut plus entendre parler de cet accord, mais elle ne le dit pas officiellement, puisqu'il est caduc. Je veux dire, sur les 9 points, il y en a 8 qui n'ont pas marché, du moins les principaux. Et là, Moscou, ayant trahi l'Arménie, voudrait absolument que le 9e point soit appliqué. Mais on se moque de qui? On ne fait rien pour respecter certains points et on demande le respect absolu du 9e point. Et puis, je crois qu'il y a des petites subtilités sémantiques qui font que c'est pas forcément le contrôle du FSB, mais c'est quelque chose comme la mise en place de je ne sais quoi, mais pas forcément avec présence du FSB sur cette route. Donc, pour l'instant, si vous voulez, il y a une volonté de rapprocher les lignes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et ça, c'est une volonté occidentale de favoriser une paix entre les deux, sans médiation directe des Occidentaux, mais un encouragement, qui rompt avec la méthode russe, qui est de faire en sorte que la déclaration du 9 novembre soit toujours d'actualité, avec une présence russe autour de la table. C'est la grande différence. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une volonté de mettre en place une paix juste, du côté occidental, une paix juste entre les différentes parties, alors que du côté russe, vous avez une volonté de mettre en place une paix impériale. C'est-à-dire de absolument tenir cette région sous la ancienne tutelle soviétique et maintenant russe, pour pouvoir garder cette influence et garder cette idée, parce que ça fait partie du logiciel russe, de garder cette idée de l'empire russe et pas autre chose. Et c'est pour ça que la Russie propose le format 3+3, donc les 3 pays du Caucase du Sud plus Russie, Turquie, Iran, pour apporter une solution à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc la Géorgie n'est pas dedans, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les Géorgiens. Et puis, du côté occidental, c'est pas le désenclavement eurasien, loin s'en faut, c'est même l'inverse, c'est un désenclavement global avec l'Inde, avec d'autres pays, où tout le monde aurait intérêt, au nom de la paix, à pouvoir faire en sorte que ce Caucase du Sud soit désenclavé. Parce que derrière tout ça, il y a cet enjeu de la transition écologique, et on revient après d'un coup à la COP29, c'est de faire du Caucase du Sud un raccourci qui ferait en sorte qu'il y ait des économies d'échelle financière et écologique, un raccourci entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, parce que c'est la route la plus courte. Quand on regarde une carte, on s'aperçoit que pour relier l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, eh bien, mer Noire, Caucase, Iran. Parce que les trois autres routes sont très compliquées. C'est-à-dire le pôle Nord, c'est trop loin, trop long et trop gelé et ça coûterait trop cher. Le canal de Suez, c'est trop pollué, c'est trop dangereux.
Le détroit d'Ormuz, vous avez vu ce que c'est, d'un côté les Houthis, de l'autre côté les pirates. Et puis le cap de Bonne-Espérance qui contourne l'Afrique, c'est aussi trop loin, trop coûteux. Donc, quelle est la route la plus courte reliant le nord au sud? C'est mer Noire, Caucase et Iran. Et c'est pour ça que tous les enjeux aujourd'hui sont autour de cette question de la route du Zangezur. Je dis bien la route du Zangezur, parce que on peut, à partir de ce désenclavement de l'Arménie, faire en sorte que tout le monde puisse gagner. Et c'est pour ça que je pense que le Premier ministre n'a pas tort quand il appelle ça le carrefour de la paix, où tout le monde pourrait trouver son compte. Merci beaucoup, Gaët, pour cette Merci interview beaucoup, Rémi. Merci, bien merci à riche. vous. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre à CivilNet.